Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Un Monde de Bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée non pas à la tauromachie, même si on est ici dans un lieu historique, pétri d'histoire, d'émotions et d'aventures, les arènes de Nîmes, mais bien votre émission Un Monde de Bulles consacrée à la bande dessinée. Nous nous sommes rendus au Festival européen de la bande dessinée de Nîmes. On y a rencontré de nombreux auteurs. Vous allez vivre plein d'aventures. Sans plus tarder, on va rencontrer ici même, dans les arènes, un des toréadors, un des auteurs les plus prolifiques depuis ces 15 dernières années. C'est Monsieur Christophe Farleston. C'est parti. Christophe, les arènes de Nîmes, on les a privatisées pour toi. Je trouvais que c'était important pour débuter cette émission, parce qu'on peut le dire, tu fais quand même dans la grandeur, dans la démesure depuis pas mal d'années. Tu te rends compte de tout le chemin parcouru et de ces nombreuses séries que tu as créées? On a toujours du mal à réaliser tout ce qu'on a fait. Moi, j'ai toujours l'impression d'être un petit jeune, un petit débutant. Et le problème, c'est quand j'arrive dans un festival, je m'aperçois maintenant que je fais partie des vieux. Je ne me suis pas rendu compte du tout du chemin. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit l'autre jour que j'en arrivais là au 120e album. J'ai l'impression d'avoir fait 30 en réalité. Mais on ne se rend jamais compte, on a du mal à prendre du recul. En attendant, à l'arrivée, il n'y a que du bonheur là-dedans. Alors je sais pas, par exemple les grands sportifs, ils se disent par exemple au tennis, tiens je vais faire un grand chelem, je vais gagner un 20e tournoi. Toi avec un succès que tu as eu, tes envies, tes désirs et te dire j'ai envie de, je sais pas, dans les 10 prochaines années d'atteindre ça ou ça. La chance que j'ai, c'est que mes envies et mes désirs sont complètement intacts. Parce que je ne fais pas ce métier pour des mauvaises raisons, je ne cherche pas justement à gagner des tournois, à faire des performances, je cherche juste à m'amuser en écrivant. J'ai toujours envie de m'amuser en écrivant, j'ai toujours envie de raconter de nouvelles histoires. Je suis plus maintenant dans une phase où c'est vrai que j'ai changé. Après 20-25 ans, on n'a plus envie de raconter les mêmes choses à 45 ans qu'à 20, quoi. Donc je suis plus dans une phase où je vais un peu plus loin dans les personnages, où il y a peut-être des choses un petit peu plus sombres, un petit peu plus aller à l'os sur les sujets, les personnages. Tu te livres un peu plus, toi, personnellement ? Je ne sais pas, on se livre toujours d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Mais j'ai envie d'un petit peu moins peut-être de simple légèreté. Alors je garde toujours de la légèreté parce que finalement la légèreté vient en contrepoint d'autres choses. Mais dans un album comme le Voyage aux ombres là, qu'on a fait avec Virginie Augustin et Audrey Alouette, je pense que c'est un album que j'aurais pas pu écrire il y a 20 ans. On fait une revisite du mythe d'Orphée avec une descente aux enfers, assez drôle, mais avec quand même des petits grincements assez régulièrement. Alors Christophe, c'est bientôt la période des vacances, des plages, et il faut emmener de la bande dessinée justement pour se faire plaisir cet été. Quelles sont tes sorties là pour la fin du printemps, l'été, et puis la rentrée évidemment qui approche à grands pas? La rentrée sera chargée en effet. Pour le moment, là, il y a 3 albums qui sortent en ce moment. Il y a donc Le Voyage aux ombres avec Virginie Augustin, qui est un très très beau bouquin. Un autre très beau bouquin est celui que je viens de faire avec Didier Casgrain, qui s'appelle L'heure de la gargouille. C'est un dessinateur lui aussi exceptionnel. J'ai eu vraiment la chance de travailler pour la première fois ces 2 personnes avec qui je n'avais jamais travaillé. 2 collaborations qui se sont extrêmement bien passées, tant humainement que professionnellement. Donc ça c'est toujours un vrai plaisir parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Et puis Les Gnomes avec Didier Tarquin qu'on relance. On a sorti un album pour les fêtes, on en ressort là un maintenant, le 3e, parce qu'on a envie de montrer que cette série, qui avait eu un tome 1 qui a continué à vivre pendant 10 ans, mais qui n'était jamais vraiment suivi, on veut montrer maintenant que ça va être une série suivie. Et je me suis fait très plaisir en abordant le gag en une page, vraiment. C'est un exercice qui m'avait toujours fait peur jusque-là, parce que c'est quelque chose de très très technique et de très pointu, le gag en une page. C'est une vraie petite mécanique de précision qui m'avait toujours un peu effrayé. Et il y a 2-3 ans, j'ai décidé vraiment de m'y coller, d'apprendre le gag en une page, d'analyser. J'ai relu beaucoup de séries gags, j'ai analysé vraiment les structures. Et je crois que j'ai chopé le coup. Donc je suis assez content de moi d'avoir là aussi pu franchir une marche vers quelque chose d'un peu différent. Et alors cette rentrée-là qui arrive, alors la rentrée va voir les nouveaux tomes des grandes séries classiques, c'est-à-dire d'abord le 9e et dernier tome des Naufragés d'Ithaque, avec Adrien Floch. Mais tu t'arrêtes alors sur les Naufragés d'Ithaque ? C'est la fin d'un cycle. D'accord. C'est la fin d'un cycle. On a un autre projet qu'on a très très envie de faire derrière,
Et peut-être qu'on reprendra après un peu de Naufragés du TAC en alternance avec ce nouveau projet. Il y a le Sixi, le troisième et dernier tome de Sixi, qui est donc toujours dessiné par Olivier Vatine, mais ancré par le même Adrien Floch. D'accord. L'expérience se passe tellement bien entre les deux que la nouvelle série avec Adrien, il veut justement que Vatine fasse les storyboards. Et puis il y a un troll qui va arriver pour les fêtes, et puis il y aura l'Enfeu, c'est après, et puis voilà, les séries continuent. Durant toute cette interview, je ressens en permanence, ça fait quelques années maintenant que je te connais, le plaisir jubilatoire que tu as à travailler avec d'autres personnes, des dessinateurs. On est loin parfois d'une relation très distante parfois entre un scénariste et un dessinateur, qui se voit 2-3 fois, qui s'échangent des mails. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin, pas forcément d'une vraie amitié, mais d'un vrai lien avec tes dessinateurs. Complètement. Je n'arrive pas à concevoir ce métier autrement que dans une collaboration très très étroite, c'est-à-dire à la base une discussion déjà sur les thèmes, les sujets, sur un pré-synopsis. Donc on échange, je prends des idées du dessinateur que j'intègre dans mon histoire. Après, bon, je rentre en phase d'écriture, là vraiment j'écris seul. Puis je regarde les storyboards, on fait des petites modifs, des adaptations. Des fois je retouche mon texte en fonction du dessin. Je veux que ce soit vraiment un travail lié d'un bout à l'autre. Grosso modo, on fait un bébé. Quand on fait un bébé, il faut coucher. Hein. Ouais, c'est important, hein, de toute façon. Autrement, ça ne peut pas marcher. Donc je n'aime pas la BD in vitro. Voilà. Voilà, je veux qu'il y ait une vraie relation au départ. Une vraie relation. Bon bah Christophe, merci beaucoup. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. Les taureaux arrivent ? Oui, alors on va se dépêcher. On va y aller alors. Salut. Salut. Vous venez d'entendre Monsieur Christophe Areston, que vous connaissez bien. Plein de projets pour les mois et j'imagine pour les années à venir. Maintenant, on va évoquer le destin exceptionnel d'un géant de la bande dessinée, le créateur, entre autres, de la série Gilles Jourdan, Monsieur Maurice Tillieu. Les éditions Daniel Maguen lui rendent hommage avec un livre qu'on peut qualifier d'hors norme, plusieurs centaines de pages sur l'œuvre, la vie de ce créateur du 9e art. C'est donc parti à la rencontre de Maurice Tillieu. Il y a des auteurs à ne pas oublier, et Maurice Tillieu en fait partie. Heureusement, Vincent Audin vient nous rafraîchir la mémoire avec Héroïque. Maurice Tillieu, l'autodidacte, le père de Gilles Jourdan, se rapprochait initialement de la ligne claire d'Hergé. Mais quand il rentre dans le giron du Puy, il doit revoir son style. En fait, il a fait ses armes en copiant pas mal d'auteurs. Il s'en est inspiré. Il a copié par exemple pas mal d'auteurs américains qui sont assez loin de son style maintenant. Félix Le Chat, Bicot. Et puis petit à petit, il s'est approché du style que l'on connaît maintenant en lorgnant du côté d'Hergé et de Franquin essentiellement. Lui en fait estimait qu'il avait un style naturel qui était plus proche de celui d'Hergé, un style semi-réaliste. Et quand il est arrivé chez Spirou en 1956 avec Gilles Jourdan, Monsieur Dupuis voulait une série nouvelle. Et cette série nouvelle devait ressembler à ce que faisait Franquin, parce que c'est ça qui fonctionnait à cette époque. Donc lui, il s'est fait un petit peu violence, il a changé son style, et il s'est moulé comme ça, il s'est coulé dans ce style qui finalement a fait son succès. On apprend beaucoup sur Tillieu dans cet ouvrage de Vincent Audin publié aux éditions Maguen. Ses débuts en tant que romancier de polar, son humour ou sa passion pour le cinéma de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Des influences qui le pousseront à devenir un romancier visuel, comme il aimait à se décrire. Il y a le polar bien sûr, il y a le fantastique, et c'est le mélange de toutes ces influences qui lui a permis d'avoir son propre style. Il s'inspirait beaucoup des films qu'il voyait. Donc, il regardait des films, des séries B, western, péplum, etc. Et il les restituait après en bande dessinée. Si beaucoup de collectionneurs sont venus enrichir la documentation de Vincent Audin, les plus beaux trésors viennent des archives familiales que Régine, la fille de Maurice Tillieu, a mis à sa disposition il y a 2 ans. On y découvre ses aquarelles, ses crayonnés, mais aussi sa passion pour l'automobile. On voit dans ses dessins d'enfants, par exemple, il y a beaucoup de voitures. Dans ses bandes dessinées, il y a des engins, il y a des voitures bien sûr, mais il y a des avions, il y a des tractopelles, il y a des camions, il y a tout un tas de choses comme ça. Il aimait manifestement beaucoup dessiner tout ce qui était mécanique.
Il était tellement perfectionniste, et tellement passionné par les autos, qu'il démontait comme ça, tout en numérotant chaque pièce évidemment pour le moment où il fallait remettre tout ça sous son moteur. Et la raison qu'il donne pour ça, c'est qu'il voulait que dans ses albums, les passages où des voitures étaient sabotées par exemple, soient réalistes. Donc voilà, il voulait s'entraîner comme ça pour que tout soit d'aplomb. À la lecture d'Héroïque, on se remémore les héros de Tillieux. Gilles Jourdan bien sûr, comme César et Ernestine ou encore Marc Jaguar. Et on se replonge dans les années 50, dans cette époque bénie et cette pépinière de talent qu'était le journal de Spirou. Il y avait 5 ou 6 auteurs comme ça, évidemment, Roba, Franquin, etc., qui étaient très liés, oui. Et ils ont travaillé ensemble comme une équipe, s'échangeant parfois des styles. Donc on a vu que Franquin, bien sûr, avait pu influencer Tillieux contre son gré, mais c'était pas si mal que ça, finalement. Et Tillieux aimait bien travailler avec d'autres personnes, et en particulier, il a eu toute une activité de scénariste. Il a donné de très belles histoires à Will, par exemple, pour Tif et Tondu. Il a travaillé avec beaucoup d'autres auteurs comme ça, avec Roba. Je pense que c'est quelque chose qu'il aimait bien faire, partager comme ça son imaginaire. On quitte Maurice Tillieux et ce très bel album aux éditions Daniel Maguen. On va vivre maintenant une autre aventure, un western, mais très loin des clichés que le cinéma hollywoodien a pu nous offrir depuis plus de 60 ans. Non, ici, pas de ballots de paille, de sifflements et de musique à la Ennio Morricone. Bien loin de ça, l'homme qui n'aimait pas les armes à feu. On va se plonger dans la réalité de ce qu'étaient les États-Unis, la naissance des États-Unis à la fin du 19e siècle. Et on va rencontrer un auteur local, animois, Paul Salomon. C'est parti. Paul, bonjour. Bonjour. On est un peu chez toi ici dans les arènes. Effectivement, oui, j'habitais un peu plus haut là. En tout cas, tu habites dans la région, c'est ça? Oui, voilà, oui, je suis à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Tu participes à une aventure avec Wilfrid Lupano sur cette nouvelle série, L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Alors on peut se dire, c'est une sorte de western classique, on va avoir des gunfights en permanence. Eh ben pas du tout, on va découvrir plutôt la réalité sur cette Amérique du 19e siècle où il n'y a pas forcément des ballots de paille et des cow-boys un peu écervelés qui se fightent toute la journée. Effectivement, ouais. Pas du tout. Comment t'es arrivé déjà sur cette aventure avec Wilfrid? C'est tout simple. J'avais déposé des travaux chez les éditeurs, donc les éditions Delcourt. Wilfrid a pris connaissance de mon travail et puis on a été mis en contact et on s'est mis à bosser sur ce projet. Donc il y a 2 ans maintenant de ça et puis voilà quoi. C'est un projet qui t'a tout de suite emballé? Est-ce que ça faisait partie de tes univers? Alors je ne suis pas spécifiquement aficionados de western. J'aime quelques grands classiques, les Sergio Leone, voilà. Et donc, en fait, ce qui m'a accroché, premièrement, sur le script de Wilfrid, c'est la dynamique des dialogues. Et puis, c'est surtout, en fait, les personnages qui sont très forts en caractère et qui évoluent tout au long de la série. Donc, ça fait un album assez dynamique et j'ai aimé ce rythme-là. J'ai aimé, voilà. Wilfrid te donnait des indications particulières, à la fois sur les paysages, les bâtiments et en même temps sur les personnages, la construction des personnages? Pour la création, pour le casting des personnages, on s'est effectivement concerté. Moi, je lui fais des propositions graphiques et puis on en discute. Si ça colle, allez, c'est parti. Si ça colle pas, voilà, il y a modification. Il me donne tout ce qui est de l'ordre de la narration, oui. Sinon, après, les arrière-plans, des fois, il y a des petites conneries derrière ou quoi. Là, c'est moi qui m'amuse, quoi. Voilà. Tu parlais justement de la construction des personnages. Comment, toi, tu les crées, les personnages? Comment tu te dis, finalement, ce visage va être un peu comme ça? Il y a beaucoup, j'imagine, de background, de choses qui t'ont nourri depuis ton enfance. Oui. Comment ça se passe? Bon, c'est vrai qu'il y a le cinéma. Bon, j'ai pas cherché à faire ressembler un personnage d'un point de vue physique, mais j'ai eu cette recherche plus sur le jeu des acteurs.
Je pense notamment au travail des frères Coen au Brother, avec George Clooney, donc ce personnage un peu semi-réaliste, entre burlesque. Oui, tout à fait. Pour Byron, justement, il y a une inspiration donc, au niveau de sa façon de faire, quoi. Et de les faire vivre au quotidien, les personnages. C'est mes copains. Comment ça se passe? T'arrives le matin et leur dis salut les gars, voilà, on y retourne. Oui, tout à fait. Non, mais oui, c'est vrai que c'est à peu près 10-12 heures de travail par jour avec ces personnages. Donc il a fallu d'abord les apprivoiser, les comprendre, parce que les travailler dans plusieurs angles de vue. Il y a souvent cette problématique de reconnaissance d'un personnage tout au long d'une série. Donc voilà, elle passe par cette recherche graphique et essayer de résoudre le plus de problèmes déjà avant d'attaquer l'album, quoi. Donc là, je me retrouve souvent devant mon miroir à faire le con, à faire des grimaces pour essayer de trouver l'expression qui sera le plus juste par rapport au script, quoi, et au dialogue de Will. Paul, pour nos téléspectateurs qui puissent te découvrir, comment tu travailles? Est-ce que tu as besoin d'une nécessité d'avoir une ambiance autour de toi, de te créer une ambiance pour être dedans? Là, tu crées l'Amérique du 19e siècle. Comment on y va dans cette Amérique lorsqu'on est dessinateur? Eh ben moi, donc, je vis dans un petit village, donc déjà il y a cette notion j'ai besoin de cette notion de tranquillité. Je suis dans ma grotte, je dis souvent, parce que c'est vrai que c'est une pièce avec des arches qui poussent au recueillement, j'ai envie de dire. Et il arrive que sur certaines séquences, je m'amuse à mettre une musique justement qui sera peut-être en rapport avec… qui te crée un peu l'émotion, quoi. Voilà, pour toi. D'accord. Pour avoir cette immersion. Et c'est vrai que une fois que j'y rentre, que je suis dans l'univers, c'est très dur d'en sortir. D'ailleurs, mon entourage me dit « Paul, t'es perché. Paul, t'es dans la lune. » Oui, mais là, tu vois, je suis en Arizona. Hein. Donc c'est compliqué pour venir, il y a le décalage horaire en plus. Voilà. Voilà. Hein, messieurs, dames, le jet lag du dessinateur, on n'y pense pas si souvent. Bon, Paul, écoute, merci beaucoup. Hein, donc on te retrouve dans L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, scénar de Wilfried Lupano et dessin de Paul Salomon. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. De l'ombre à la lumière, on va essayer avec cette nouvelle série aux éditions Dupuis, Alter Ego, de lier, délier, manipuler, bref, on va s'amuser avec 6 albums, 6 tomes que vous pouvez lire séparément ou ensemble, même intrigue, mais avec des points de vue différents. Bref, un casse-tête méli-mélo. Bref, un truc incroyable. C'est Nicolas Béard qui va essayer de nous démêler toute cette histoire. C'est parti. Intrigue tentaculaire, puzzle narratif et thriller d'envergure, c'est ainsi que pourrait se résumer la nouvelle série concept des éditions Dupuis, Alter Ego. Une saga qui nous plonge dans un présent alternatif sur fond de complot scientifique où l'humanité tout entière est sous contrôle sans le savoir. Ça vient d'une réflexion sur le fait qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Et la question qui se pose, de plus en plus égoïste, c'est qu'est-ce qui se passerait si on était obligé, mais vraiment obligé, de tenir compte de l'autre, si notre vie en dépendait? Est-ce que la société changerait? 6 tomes se succéderont, à chaque opus son protagoniste, sa part de mystère et son lot de réponses. 6 personnages et destins parallèles qui vont se croiser, s'ignorer, s'allier ou s'affronter. Il fallait aussi des personnages qui allaient nous permettre d'avoir une version en éventail de ce fameux complot et de toutes ces découvertes scientifiques qui est cachée et que le lecteur doit aussi trouver. Tous ces enjeux pharmaceutiques, c'est intéressant, les enjeux de surveillance, de traçage, de nanotechnologie et tout ça, c'est toutes des choses qui sont là, le décodage ADN. Et puis tout d'un coup, toutes les ingrédients se mettent et on dit, elle se raconte toute seule cette histoire dès qu'on commence à mettre en jeu ce que la réalité nous offre, quoi. L'équipe artistique n'a rien laissé au hasard. L'intrigue est millimétrée comme le rôle de chaque personnage. Chacun détient une part du puzzle, Fouad, Camille, Noah comme Park, Jonas ou Darius. Denis et Pierre-Paul cherchaient un style semi-réaliste. Voilà. Ils ne voulaient pas du réalisme pur et dur parce que ça, souvent c'est assez rigide. Et comme Pierre-Paul vient du cinéma, ils voulaient des personnages vivants, des personnages qui bougent, qui vivent, qui ont des émotions. Donc un style plutôt semi-réaliste pour pouvoir pousser un petit peu les expressions. J'ai réussi à trouver les personnages très tôt, en fait, dès les lectures des premiers synopsis.
En même temps que je lisais, je faisais des petits croquis à côté et les personnages sont venus assez vite parce que c'est des caractères très forts qui étaient bien expliqués dans le scénario. Donc j'ai réussi à typer les personnages assez rapidement. Avec l'aide de Denis Lapierre, Pierre-Paul Randers signe un thriller de 360 pages réparti en 6 tomes. Un 7e viendra clore le cycle pour une saga d'anticipation très efficace. J'ai eu envie de le développer d'abord comme une série télé, un peu à la Heroes, comme ça, où on suit des personnages différents et on sent qu'ils vont se croiser. Et puis, grâce au fait qu'on le faisait en BD, je me suis dit pourquoi pas splitter les différents parcours et les suivre chacun dans un album et en nouant comme ça les trajectoires d'une manière qui fait que chaque album peut être lu dans n'importe quel ordre et que chaque lecture, en fait avec les 6 albums, vous pouvez avoir 720 manières de vous raconter l'histoire selon l'ordre dans lequel vous lisez les albums. On donne de la 3D quelque part à l'histoire, on donne de la profondeur de champ, on donne de l'ouverture, on donne des échappatoires. Et c'est ça le bonheur de cette lecture, c'est ça qu'on a voulu donner au lecteur. C'est tout ce qu'il va découvrir, rien qu'en lisant successivement et dans l'ordre qu'il veut, tous les albums. Vous venez de découvrir la série Alter Ego aux éditions Dupuis grâce à Monsieur Nicolas Béard que je ne vous présente plus. Maintenant, on va retourner au Festival européen de la bande dessinée à Nîmes. On va rencontrer Monsieur le sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Il va nous expliquer tout simplement comment on crée un festival de bande dessinée, comment on le fait vivre chaque année en faisant venir les auteurs les plus connus de la planète et de la sphère franco-belge. C'est parti avec Jean-Paul Fournier. On continue nos aventures ici à Nîmes, au Festival européen de la bande dessinée. Monsieur le sénateur maire, bonjour. Bonjour. On est chez vous. Vous êtes originaire de Nîmes directement? Originaire du Gard, pas natif à Nîmes, mais du Gard, dans les Cévennes gardoises. Et alors Nîmes, quand vous étiez enfant, vous y veniez de temps en temps? C'était un peu la grande ville qu'il fallait visiter? C'est la grande ville, mais j'y avais mes grands-parents, ma mère est née à Nîmes, donc j'ai vécu à Nîmes depuis toujours. Alors on est sur un lieu, j'allais dire, pétri d'histoire, de culture, même d'émotion lorsqu'on découvre ce site sur ces images. C'est la Maison Carrée et c'est un site, on peut le dire, unique au monde. Qu'est-ce que ce site a à la fois d'unique et d'exceptionnel? Il est unique parce que vous l'avez sous les yeux, vous voyez la qualité architecturale qui a 2000 ans. On a souhaité restaurer cette Maison Carrée il y a quelques semaines, on l'a inaugurée. Il est unique parce que c'est le cœur de la ville de Nîmes, c'est le cœur battant de la ville avec les arènes. C'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau temple romain dans cet état au monde. Et puis, le temps est passé sur lui avec un temple, l'hôtel de ville se trouvait ici. Donc, il marque les Nîmois et tous les jours, on a les yeux qui se lèvent vers ce temple ici quand les Nîmois passent dans la rue, surtout depuis qu'effectivement, il a été restauré. Alors, juste à côté d'ici, en dessous des arènes, le Festival de la bande dessinée et j'ai vu le Festival européen de la bande dessinée. C'était important pour vous de donner cette dimension européenne? Tout à fait. Quand j'ai été élu en 2001 maire de Nîmes, on a souhaité créer ce festival de la BD parce que c'est une expression forte pour les jeunes et les moins jeunes. Qui n'a pas lu une bande dessinée dans sa vie? Tout le monde. Ça part de Tintin avec Hergé, en passant par Astérix et par d'autres grands dessinateurs. Donc effectivement, on a voulu donner cette dimension. Et cette dimension, on a pu l'avoir grâce à Albert Uderzo qui a accepté immédiatement en 2002 de créer la première affiche, d'être le parrain de ce festival, alors qu'il n'avait jamais été parrain d'aucun festival de la BD. Et il nous a dit oui, alors que c'était des balbutiements pour nous dans ce festival. C'est sûrement l'aspect romanité. Il a dû se dire que ça revenait à pas mal de monuments qu'il a dessinés. Ça a joué, effectivement, peut-être. Mais il a été d'une gentillesse et d'une simplicité qui nous a complètement enthousiasmés avec les élus de la ville de Nîmes. Monsieur le maire, allez, est-ce que vous avez un personnage de bande dessinée que vous affectionnez peut-être un petit peu plus, un souvenir d'enfance, je ne sais pas, par exemple? Je parlais de Tintin tout à l'heure, c'est vrai qu'on a lu tous les Tintins, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais je les relis avec plaisir, toujours.
Et je pense bien sûr à ceux qui sont venus à Nîmes. Je pense à Enki Bilal qui a créé la deuxième affiche. Je pense aussi à Philippe Franck, l'Arco Winch, qui a fait l'affiche l'an dernier, qui sera présent au festival. Et puis un petit coup de cœur peut-être pour HD qui a repris les fameux dessins de Maurice, notamment bien sûr Lucky Luke. Et HD est nîmois qui plus est, vous comprenez, donc ce coup de cœur. Il a fait ses études ici dans un lycée dans les secteurs ouest de la ville et il y revient avec plaisir et souvent il va voir les élèves parce que ce sont les quartiers difficiles et j'apprécie beaucoup sa démarche parce qu'il ne rate pas quand il vient d'aller voir les professeurs et dans ce secteur. Donc un petit coup de cœur pour HD. Mais vous m'avez cité des noms très prestigieux, entre Enki Bilal, Uderzo, HD, etc., Philippe Franck. J'ai l'impression que vous impliquez quand même assez personnellement pour que l'affiche soit très belle ici à Nîmes. Ben écoutez, j'ai la chance d'être membre du jury parce qu'il y a 3 prix, vous avez vu qu'on délivrera donc samedi soir. Et c'est vrai qu'on me donne à lire donc stock de bandes dessinées. J'en profite le dimanche, ça me fait un moment de détente. Et effectivement, on souhaite toujours une affiche qui a un rapport avec un monument. Vous avez vu, Zepp avait dessiné les jardins de la Fontaine. Enki Bilal avait fait un genre de torero et un taureau face aux arènes. Astérix, vous avez vu, Uderzo avait fait une fois les arènes, une fois la maison carrée. Je crois qu'effectivement, on souhaite chaque fois qu'il y ait ce clin d'œil à un monument romain à la ville. Bon, merci monsieur le maire et puis bon festival. Eh bien, écoutez, je crois qu'il sera bon. On a voulu cette année qu'il se refasse devant les arènes de Nîmes, puisque depuis quelques années on faisait ça dans les jardins de la Fontaine. Et on a voulu marquer ce 10e anniversaire d'une façon forte, grâce à Albert Uderzo, que je remercie encore beaucoup, qu'on n'aura pas malheureusement ici sur Nîmes, mais que j'ai vu à Paris longuement. Et il était très heureux de participer à ce 10e festival. Eh bien, vous en parliez, monsieur le maire. Nous, on va se quitter. On va aller rejoindre Albert Uderzo, qui lui aussi, de chez lui, de son atelier, même de sa vieille planche où il dessine encore, nous parle de ce festival européen de la bande dessinée de Nîmes, pour qui on peut le dire, il a un vrai coup de cœur depuis une dizaine d'années. À tout de suite. Je suis un peu le parrain, paraît-il, du festival de Nîmes, où je suis allé quelques fois, 4 fois, je crois, ou 5 fois, je ne me souviens plus, pour remettre des prix aux jeunes dessinateurs ou aux moins jeunes. On avait institué un prix qui, je ne voulais pas qu'il porte mon nom. C'était moi, évidemment, qui le présentait, mais le prix était symbolisé par des sangliers. Et ne serait-ce que pour faire satisfaire notre ami Obélix. Alors, il y avait le sanglier d'or, le sanglier d'argent, le sanglier de bronze. Il y avait 3 prix, et j'ai distribué ça pendant, je vous dis, 4 années ou 5 années. C'est la fin de votre émission Un monde de bulles. On était à Nîmes pour le festival européen de la bande dessinée. J'espère que vous avez vécu un beau moment, à la fois de découverte des auteurs et aussi de découverte de cette ville assez extraordinaire avec sa maison carrée et ses arènes ici. Toutes les infos d'un monde de bulles, vous les connaissez, unmondedebulle.com, le site avec les coulisses et les infos quotidiens, ainsi que les 2 pages Facebook de l'émission et ma page personnelle. Tous les jeudis matins, c'est mon coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine pour d'autres aventures.